Ce nom est un cri et il résonne encore sur les deux rives de la Méditerranée. Harkis est le nom de ceux qui se sont retrouvés engagés du côté français durant la guerre d'Algérie. Au croisement exact et des ambiguïtés de la colonisation française et de l'indépendance algérienne, leur histoire est tombée dans un trou. Ils sont les enfants orphelins d'une union forcée de 130 ans qui s'est achevée dans le sang. 70 000 Harkis au moins furent assassinés en Algérie après l'indépendance de 1962 et 50 000 furent rapatriés en France avec leurs familles dans des conditions particulièrement difficiles. Larzac, Rivesaltes, Saint-Maurice-l'Ardoise, Bourg-Lastic. Camps de transit montés à la hâte dans l'urgence d'un rapatriement improvisé. Ces noms sont des repères pour tous les Harkis, ils y sont tous passés. Première étape d'un voyage sans retour au pays de la vraie France, la France mère. Celle pour qui l'Algérie nouvelle les reniait et les condamnait à mort. La colonisation n'avait pas apporté grand-chose aux paysans algériens repoussés au fil du temps sur les montagnes qui les nourrissaient qu'à peine. Ce sont eux, ces paysans sans terre, qui devinrent pour l'armée française et pour le Front de Libération Nationale, le FLN, le premier enjeu stratégique de la guerre civile déclenchée en 1954. L'armée française, reprenant le schéma de ces guerres coloniales d'antan, créa des commandos d'auxiliaires musulmans, les Harkas. Harka qui en arabe signifie mouvement. Les Harkis qui l'y composaient étaient en grande majorité illettrés, sans aucune conscience politique. Leur père avait peut-être fait la guerre de 40, leur grand-père celle de 14. De Dunkerque à Tamanrasset, l'Algérie plus que jamais c'était la France. Elle avait besoin d'eux et ne les abandonnerait jamais. Gagnée militairement, la guerre fut perdue politiquement. Et le 18 mars 62 furent signés les accords d'Évian qui reconnaissaient l'indépendance de l'Algérie et permettaient le cessez-le-feu. Aucune représaille ne devait s'exercer sur les Harkis devenus, comme tous les Français d'origine musulmane, des citoyens algériens. La France pliait bagages. Elle se repliait en bon ordre peu à peu des territoires, désarmant ces Harkis qui croyaient pour la plupart à la promesse de réconciliation nationale. Avec les premières représailles, la confiance aida le pas à la panique. Les Harkis devaient fuir le piège qui se refermait sur eux. Le gouvernement français, soucieux de gagner la paix et déjà débordé par le retour massif des pieds noirs, cherchait à limiter au maximum ces Harkis dont il ne voulait pas. Malgré les ordres stricts des autorités, de nombreux militaires organisèrent la fuite de leurs Harkis, tandis que des milliers d'autres, abandonnant tout, essayaient pendant qu'il était encore temps de rejoindre les casernes françaises. Le gouvernement fut finalement contraint d'accueillir ceux qui purent passer. Hommes, femmes et enfants, ils débarquaient par petits groupes, jour après jour, venus souvent du plus profond de l'Algérie dans un pays dont ils ignoraient tout. Les autorités françaises ne savaient pas quoi faire de ce bout d'Algérie qu'elle avait ramené et qui maintenant vraiment ne dépendait que d'elle. Benamar Saïd, né à Lamartine. C'est en Oranie, ça? Oui, mon capitaine. Harki au 10e Rama. 3 fois médaillé, 2 fois cité. Rapatrié d'Algérie le 30 juin 1962. 6 camps depuis l'arrivée en France, le dernier dans le Morvan. Marié à Aïcha Benamar. Épouse propre, enceinte. Je m'appelle François Robert et je suis votre chef de camp. Repos. À Darlas. Faut oublier le bled maintenant. Vous avez été fidèle à la France vous tend la main, c'est normal. Moi, mon boulot, c'est de faire de vous des gens honnêtes, travailleurs et propres. Ce qu'il faut manger, comment il faut s'habiller, le respect de l'autorité et des valeurs de la République. Youssef, tu prends les clés, tu leur montres le baraquement.
N'oubliez pas, tout ce que fait le chef de camp, c'est bon pour les harkis. Non, coupez, on y retourne, allez. En mars 2006, Alain Tasma tourne Harki, l'histoire d'une famille qui, comme des milliers d'autres après le rapatriement, se retrouve regroupée dans un hameau forestier. Le tournage s'est installé dans le Var, à Colobrières, où subsiste encore un de ces hameaux, toujours habité par de vieux harkis. 40 ans après leur arrivée en France, c'est la première fois qu'un téléfilm aborde le sujet. Avec Dalila Kershouch, co-auteur du scénario et elle-même fille de harki, nous avons voulu prolonger le film. La façon dont furent accueillis une grande partie des harkis rapatriés en France est méconnue. Alors nous sommes partis à la rencontre de leurs souvenirs, pour tenter de reconstituer par morceaux une souffrance collective qui cherche encore sa reconnaissance, une place dans notre mémoire nationale. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous fait? Ça nous fait un petit peu choquer. Nostalgique. Oui. Nostalgique? Non, pas nostalgique, mais je veux dire nostalgique dans le... On se rappelle, quoi. Pas dans le bon sens. C'est vraiment ce qu'on a vécu ici. Hein. Voilà. Vous avez vécu ici? Ah oui, donc on est arrivé en septembre 70 dans ce camp. Jusqu'à quand vous êtes resté? Jusqu'en 98. Moi, je suis venu, j'étais au plateau de Larzac. Et puis après? Du plateau de Larzac, on est allé à Révisalt, à la Bastide de Révisalt. De l'étante. À Larzac, pareil, l'étante aussi. En 1962, pour les harkis de Colobrières, la première étape fut Caplude, un hameau perdu au milieu de la forêt à 12 km du village. Embauchés par l'administration des eaux et forêts, les hommes travaillaient au chantier de forestage et luttaient contre les incendies. Les femmes restaient enfermées chez elles, les enfants allaient à l'école en camion. Caplude, un hameau comme un non-lieu, le lieu des harkis. Rien ne rappelle ce temps passé, aucun vestige, juste un panneau. Ben voilà, c'est ici qu'ils sont arrivés en septembre 62. Et il y avait un peu plus d'une vingtaine de familles. Et on vivait ici, quoi, à 15 km du village. Et donc ta maison, tu peux nous la montrer? Et la maison, elle se trouvait dessous, là. Par là, là. Voilà. Là-dessous. Voilà. La maison, elle était là. Voilà. Donc c'est là que tu es né? C'est là où je suis né, ouais, exactement. Ouais, je suis né à la maison. Ta maman a accouché à la maison, ouais. Ouais. Exactement là. Toi, petit garçon ici, quelle image tu avais de la France? Qu'est-ce que tu connaissais de la France à l'époque? À vrai dire, je sais même pas, j'avais aucune image, quoi. J'avais aucune image. Tant que j'étais enfermé ici, j'avais aucune image de l'extérieur, quoi. C'est en nous ayant rapprochés du village que j'ai commencé à sortir la tête de l'eau, que les horizons se sont élargis et que j'ai pu voir un peu vraiment ce que c'était que la vie, quoi. Hein. Mais sinon, tant qu'on était là, on était renfermés comme des bêtes. Hein. On était comme des bêtes. Hein. Au tout début, j'étais béat. On nous a dit de préparer des constructions. On a fait à Caplude, à 13 km d'ici, un camp en béton, n'est-ce pas, où il y avait des baraques individuelles. On les a reçus et ils sont allés là-haut. Voilà. Ça, c'est lorsqu'ils sont arrivés. Et qu'est-ce que vous pensiez, vous, à l'époque, qu'on mette les harkis si loin du village? Écoutez, à ce moment-là, on était pris de court, on n'avait rien pour les recevoir. Et lorsqu'ils nous ont dit on va faire des constructions là-haut, on n'a pas pu les empêcher, au contraire, on était heureux. Je ne dirais pas de nous en débarrasser, mais de nous enlever ce souci de les loger encore plus. C'est assez loin, les contacts sont assez espacés, assez éloignés, quoi. Et ça s'est pas mal passé, ça s'est même très bien passé. Quand je repasse de fois devant, je me dis comment ils ont fait pour vivre là-dedans, là, dans cette forêt. Comme des animaux. Loin de tout. Les animaux dans la forêt. Pas de téléphone, ouais. Voilà.
On était comme à l'Algérie quand on était dans le camp. Pareil, comme à l'Algérie. Voilà. Surtout quand on était à Capelud, on est vraiment comme l'Algérie. Voilà. Des fois, les bassines, on réchauffe l'eau sur la cuisinière, on lave le linge. Sur dehors dans la bassine, pareil. Tu te douches à tes enfants dans la bassine. Pareil. On est comme vraiment comme l'Algérie. Ils sont restés 8 ans à Capelud avant d'être rapprochés à 2 km du village, dans un nouveau hameau aux maisons préfabriquées cette fois. 8 années de purgatoire, de perpétuel provisoire, enfermés sur eux-mêmes à reconstruire leur monde disparu. Vous faites le pain comme en Algérie? Non. L'Algérie, comme ça. Comme ça? Ah, ouais. Dans le gourbi? Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes retourné en Algérie? Plus de 40 ans. Est-ce qu'elle voyait des Français? Est-ce qu'elle était en contact avec des Français? Mais il est au milieu de Tessan, avec Capelud. Non. Le garde de camp, c'est tout. Avec le garde du camp. Forestier. Armée, non. Et la France, mais de Capelud, le français, il connaît chouette. Chouette. Je sais pas ce que c'est, la France. بغينا نهضر انا نخرج خرقوقه كني كتمادى كل كتلفوري وتوعظ راه مدن. Quand ils sont arrivés, les ont mis là-bas, c'était que de la forêt autour, ils voyaient personne. Ouais. 75 hameaux furent créés par l'administration. Principalement répartis dans les forêts du sud de la France, ils accueillaient chacun quelques dizaines de familles jugées trop nombreuses pour pouvoir s'insérer dans les villes. Avec un sens pratique indéniable, les autorités répondaient ainsi à plusieurs problèmes parfois contradictoires. Disséminer les harkis afin de faciliter leur intégration auprès des populations locales et les regrouper pour assurer leur contrôle sanitaire et social. Cela permettait en outre de surveiller une population que l'on considérait toujours suspecte, soit d'être un vivier possible pour les partisans de l'Algérie française, soit de cacher de faux harkis membres du FLN. Il y avait aussi évidemment le souci de tourner la page et d'étouffer les feux mal éteints de la guerre. Les harkis risquaient d'écorner le mythe d'un peuple algérien tout entier tourné vers l'indépendance. Il fallait, pensait-on de surcroît, les protéger d'éventuelles représailles des Algériens de France, majoritairement indépendantistes. Voilà. Chakour, Kader, bien sûr. Bouzid, ça c'est Bouzid, ça. Ça c'est le cousin de Boussad, ça. Les tenues même étaient fournies par l'administration, c'est des tenues militaires, mais il avait des tenues de feu aussi, parce que c'était des combattants au feu de premier ordre. Hein. Monsieur Chabert, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous faisiez en Algérie et les contacts que vous aviez avec les harkis? Avec les harkis. C'est-à-dire que les contacts que j'avais, c'était en tant que forestier, que je sortais avec l'armée comme guide et comme interprète. De l'autre côté, on n'appréciait pas beaucoup. Et par là, on a essayé de m'éliminer. Et bien souvent, ce sont les harkis qui m'ont sorti de l'auberge. Voilà. Et si je suis là, c'est grâce à eux. Alors je leur devais ça. Et quand je suis rentré, mon idée fixe, c'était de les aider à mon tour chez nous. Qu'est-ce qui vous a frappé la première fois que vous avez vu Capelud? La peur. La peur que ressentaient les harkis, parce qu'on n'était pas encore loin de cette période. Ils se sentaient isolés et ils avaient peur de vengeance, ils avaient peur Ils avaient peur aussi de dire, de sortir, d'aller. Il fallait. C'est ça qui m'a frappé. Puis cet isolement, c'est cet aspect camp du hameau. Peur, oui. Et sûrement qu'on peur. Et à l'époque, comme je me dis, tu viens dans un pays où tu ne sais pas où tu es, il y a plus qui t'envoie un plein à 14 km, un plein de forêt. Et tu es obligé d'avoir peur. Hein. Ça, c'est la peur, ça a été. Hein. C'est vrai que ça a été pendant un certain temps.
Quand on a annoncé le tournage du film Laïla, qui allait se dérouler à Colobréard avec Smaïn et Laïla, moi les enfants, ça a été une grande fierté quoi. Pour nous, on s'est tous dit, on y va, on participe, on est harkis, il faut le faire, ça nous concerne. Les parents, ça a été plus délicat. Ils ont encore la peur. Ils avaient encore la peur. Quand on les voyait à la télé, que les Felagas, ils viennent après les tuer encore à Colobréard, ils ont encore cette peur-là. Donc on était obligé de les rassurer, de leur parler longtemps, pour qu'ils puissent aller au moins se présenter au casting, quoi. J'ai peur. J'ai énormément peur. Dès qu'un cheval tape du sabot, j'ai peur que les gens soient égorgés. Même ma mère, elle commence à avoir peur pour moi. Après, l'Algérie est très importante pour moi. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais j'ai peur. Je crois que même nous, la deuxième génération, on l'a gardé un peu aussi, la peur. Parce que nos parents, ils nous la transmettaient. On essayait quand même de s'en débarrasser, quoi. Mais je veux dire, cette peur, moi, je l'ai ressentie, elle a toujours existé. C'est pour ça qu'ils ne se révoltaient pas. Papa, attends-moi! La mère patrie vous a généreusement accueillis sur son sol. Elle a maintenant plus que jamais besoin de vous. Soyez dignes de ses attentes, elle saura combler vos espérances. Harkis, l'honneur de la France existe. Vous le portez, vous l'incarnez. Pour les Harkis, le temps semblait s'être arrêté. Les hameaux étaient dirigés par d'anciens militaires à peine démobilisés et recrutés par l'administration pour leur connaissance de la mentalité musulmane. Ils reproduisaient naturellement avec les Harkis pourtant devenus civils et pleinement français les habitudes prises en Algérie. A l'inverse, des monitrices sociales presque toujours non arabophones tentaient tant bien que mal d'inculquer aux femmes les us et coutumes de la ménagère française. Mon rôle entre femmes, ça a été... D'abord, j'allais tous les jours regarder leur maison pour voir si elles faisaient bien leur ménage, leur lit, pour voir si elles changeaient bien leurs draps. Je leur demandais de laisser les volets ouverts. Au début, elles étaient un peu réticentes pour ouvrir bien leurs volets, leurs portes. Mais enfin, moi, j'allais souvent pour leur demander « Est-ce que vous n'avez pas besoin du docteur? Est-ce que ça va ?» J'allais plus, moi, vers elles, vous voyez. Et après, ce sont elles qui sont venues vers moi. Le seul reproche que j'ai fait quelquefois à ce service, c'est de trop se substituer aux familles. Au lieu de les amener à devenir autonomes, de se substituer à eux, ce qui ne ça leur permettait pas de progresser trop vite. Pour le travail, le logement et presque toute la vie quotidienne, les Harkis dépendaient entièrement des responsables des hameaux. Ceux-ci avaient les coups des franges pour appliquer sur le terrain les directives d'acculturation qui émanaient de l'administration. Et tous n'avaient pas la grandeur d'âme et l'humanisme d'un monsieur Chabert. Est-ce que c'est vous qui avez choisi le prénom de Marie-Pierre? Ah non, ça, Marie-Pierre, c'est pas moi. Quand elle est née, elle était Capelude, c'est chef de camp qui venait. Il a donné le nom de sa fille. Quand il est venu, il m'a dit je lui ai donné le nom de ma fille. Et après, j'étais là. Après, son père, il appelle Yamina. Mais dans les livret de famille et tout, elle s'appelle Marie-Pierre. Elle et sa sœur Marie-Claude, c'est chef de camp, qui a donné le nom de ses filles. J'ai dit, ça se voit, ça, je ne change pas. Hein. Les Harkis des hameaux vécurent ainsi quasiment sous tutelle jusqu'en 1975. L'inertie de l'administration et le désintérêt des gouvernements avaient pérennisé de fait un système pensé initialement comme transitoire. Mais les années passant, cette relégation avait produit l'effet inverse de celui espéré. S'ils étaient libres de quitter le camp pour aller travailler ailleurs, peu le faisaient.
Rien en fait ne les y avait préparés. La majorité ne parlait toujours pas français et n'avait pas de métier. Malgré les salaires trop courts, les mauvaises conditions de vie, les baraques insalubres et inadaptées aux familles, les femmes craignaient de partir. Elles avaient pris racine dans ces petits bouts d'Algérie qui s'étaient reconstitués. Alors ils s'enfonçaient doucement, à l'écart de la population des villages et de la vie en France. Pour la femme, c'était une prison. Pour elle, c'était la prison. C'est pour ça qu'elles pleuraient leur pays, parce que leur pays, elles étaient avec la famille, elles pouvaient sortir. Il y avait que là, elles se retrouvent dans un pays, elles ne parlaient pas la langue, elles ne savaient ni lire, savaient ni lire ni écrire, se retrouver là avec des enfants en bas âge, demander à qui, à quoi. Oui, c'est la femme. Moi, je dis que c'est la femme qui a le plus souffert. Moi, le plus dur, c'était ces bagarres. Non, pour moi, c'était un traumatisme. Ça, je ne comprenais pas. Tu peux nous raconter ? Je ne comprenais pas pourquoi ces femmes, elles se déchiraient entre elles. Et tout le temps, il y en avait. Grave, moins grave. C'était terrible, ça. Ça a été un traumatisme pour moi, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je t'interdis de lire ces cochonneries ! Yéma, c'est des magazines pour filles. Des magazines pour filles, tiens ! Voilà, des magazines pour filles. Pourquoi tu fais ça, là ? Et maintenant, tu fermes ta bouche ! Tu vas faire tes devoirs pour l'école. Je veux pas t'entendre respirer. Regarde les autres filles, hein ? Elles écoutent leur mère, elles font le ménage. Et toi, tu lis des saletés ? Qui a mis à préparer le repas ? Tout de suite ! C'est la mère qui était affrontée à tous les problèmes. Que l'homme, il travaillait, il ramenait l'argent, il faisait les courses, mais de tout ce qui concernait la maison, il s'en occupait pas, quoi. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, si la plupart des familles qui ont pu sortir, c'est souvent la mère qui a poussé les enfants et que les enfants ont poussé les parents à partir, à s'éloigner, à vivre leur vie, la vie qui ont aujourd'hui, mais qui devaient l'avoir en 62. À Colobrières, il aura fallu 20 ans pour que les premiers harkis quittent le hameau et aillent enfin rejoindre le village. 20 ans pour ne plus imaginer d'ailleurs possible. 20 ans pour reprendre racine grâce aux enfants nés ici et qui, malgré les difficultés, auront été pour les parents les seuls véritables passeurs de la France. On se sentait différent tout en étant français, mais difficile à se positionner. Un peu le sentiment d'être un peu inférieur, de pas être chez soi quelque part, d'être toujours poli, d'être discret, de ne pas se faire repérer. On était toujours un peu plus ou moins dans cette démarche là de servitude. Oui, de suite, je vais faire ci. On était là pour servir la France. Mon père étant français, harki, algérien, mais pour lui français, quoi. Nous élever comme des Français, comme les familles de Français. Et pour nous, on est, je suis français, quoi, et fier de l'être même. C'est français. Je me sens vraiment français, quoi. J'ai ouvert les yeux en France, ma vie elle est en France. Mon pays, c'est la France, quoi. Allez. Et Maryse. Ouais, Maryse. Venez jouer contre les Arabes. On joue les 3 Français contre les 3 Arabes. Non, il y a un Italien avec nous. Qui c'est celui-là, l'Italien? Oui. Moi et... Ouais, les Français. Voilà. Les vrais Français. Allez, Marie. Le vrai Français? Le vrai Français, tu parles de souche français. Il faut voter noir. C'est pas Eh oui, parce que les Français sont moins noirs. Oui, mais c'est parce qu'il est bronzé. Parce que je suis bronzé. Voilà, c'est tout. Ce que vous disiez tout à l'heure, qui est français ici? Il n'y en a pas un, à part un. Il y a un Français, le voilà. Non, c'est pas deux familles. Après... Et moi. Oui. Ah ouais, 2 Français. Je suis sénois, moi. Une Italienne. 3 Arabes, un pied noir. Voilà. C'est-à-dire à Colobrières, vous faites le tour du village, et on est 1300 habitants, il y a 1000 étrangers. Moi, je pense qu'il est menteur. Pourquoi il est Voilà. menteur? Il a dit la vérité. Parce qu'ils sont en France. Ils sont en France. Ils sont français. Voilà.
est français. Non, on est français, oui, tous. Mais de souche algérienne. Algérien ou pas algérien, c'est français. Mais qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu es né à Bab el-Oued, moi, je suis né à Bab el-Oued. Je suis de Noumour, moi. Toi, tu es de souche algérienne, moi, je suis de souche à tes yeux. À savoir. Qu'est-ce que tu dis là? C'est espagnol. Non, mon père est espagnol. Ma mère italienne, mon grand-père corse, voilà. Et mon autre grand-père italien. Voilà. Et moi, je suis français. Moi, non, je suis français, moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mon père, il est français, ma mère, il est français, mon grand-père, il est français. Non. Oui. Pourquoi vous dites que vous êtes français, monsieur Taouli? Voilà. Parce que celui-là, il m'emmerde trop. C'était un pays noir, il vient piller au nez à l'Algérie. Il a pris comme ça de la terre, le lendemain, il a pris comme ça. Tous les jours, il avance 1 kilomètre. Tous les jours. Général, quoi. Il était facteur en Algérie, mon père. Où tu as vu les hectares? Les hectares de. Non, vous envoyez le bouchard, là? C'est comme ça. Attends, on n'a pas fini encore. Il pose des questions. Attends. Oui. Dans les camps de transit, l'administration avait trié les populations en 3 catégories. Les familles nombreuses destinées au hameau, les familles moins nombreuses et les jeunes célibataires pour les foyers Sonacotra des villes industrielles, et enfin les incasables. On avait regroupé dans cette catégorie disparate les vieux, les blessés, les malades, les veuves, bref, tous les chefs de famille considérés comme inadaptables ou incapables de travailler. Complètement pris en charge, ils furent ainsi quelques milliers à échouer à Saint-Maurice-l'Ardoise et Bias, 2 anciens camps de rétention ayant servi aux prisonniers de guerre. Nous sommes allés à Bias. Comme il se doit, le site du camp se trouve à 3 km du village, en pleine campagne. Du camp et de ses baraquements, il ne reste rien, que le vide. La stèle commémorant l'engagement des harkis donne à la vaste pelouse l'allure d'un cimetière sans tombe, où rôderaient encore les fantômes de ce temps. Il faut imaginer ce que cela a été de vivre là 15 ans durant. Organisation des casemates, rationalisme administratif, promiscuité, enfermement. On peine aujourd'hui à comprendre comment les autorités ont pu penser faire vivre ici si longtemps plus de 1000 personnes. Et si cela rappelait quelque chose, c'était les villages de regroupement mis en place en Algérie pendant la guerre pour soustraire les populations rurales de l'emprise du FLN. Moi, ce que je ressens en marchant là, le fait rien que de fouler cette pelouse là, je l'ai quand même foulée à partir de l'âge d'1 an. J'ai des frissons, là je revois l'image, je revois les baraques, je revois nos parents qui étaient assis par terre en train de discuter, les gosses qui courent partout, les filles qui jouaient de leur côté, nous on avait nos ballons de notre côté. Donc il y avait les baraques alignées jusqu'au fond là-bas, jusque là où vous voyez les camions. Et le camp était divisé donc par cette route. De l'autre côté c'était pareil, la même chose, il y avait des baraques qui étaient alignées. Et le bâtiment que vous voyez, mais qui est juste derrière moi, c'est là où se trouvait ce qu'on appelait nous l'administration européenne. Et ils avaient leur bureau là, l'assistant social, le directeur, le sous-directeur, voilà. Là, je peux vous dire qu'il y a des images qui défilent dans la tête, vraiment atroces, quoi. Atroces. C'est l'humiliation, l'oppression, c'est un camp de concentration. Voilà. Le remerciement de la France vis-à-vis de nos parents pour avoir combattu pour elle, pour avoir donné leur vie pour elle. C'est le grillage, là. Je vous dis franchement, j'enlève un petit peu, là. Moi, là, rien que le toucher, là, j'ai mal. Ça me ramène des années en arrière. J'ai mal. Pourquoi on m'a mis ce grillage-là? Ce grillage, moi, c'est tout. L'échec de la scolarité, l'échec pour évoluer comme n'importe quel petit Français, ça m'énerve. Moi, quand je vois ça, ça m'énerve. Ça me met hors de moi.
Maintenant, vous voyez, il y a plein de choses dessus et tout. Voilà, moi, ça me met les nerfs. Et moi, je suis révolté. Quand je vois ça, je suis révolté. Regardez, même 40 ans après, vous n'arrivez pas à le bouger. C'est incroyable. L'administration avait reconstitué dans le camp une véritable petite Algérie. Des quartiers aux frontières invisibles mais bien réelles répartissaient les harkis selon leur région d'origine, leur âge, leurs conditions familiales. Il y avait aussi le quartier des parias, hommes sans famille, sans espoir, traumatisés par la guerre et achevés par le déracinement. On les appelait les célibataires. J'avais interdiction d'aller dans le pavillon des célibataires parce que ça pouvait être dangereux, parce que les gens pouvaient être dangereux, parce qu'ils étaient malades mentaux et vraiment souvent très décompensés. Ils étaient repoussés par tout le monde parce que il y avait beaucoup, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de femmes seules au camp. Et les célibataires, les femmes seules, ça, voilà, c'était un petit peu un bâtiment à part quand même. Et ça, je peux me rappeler le premier jour où je suis rentrée dans ce bâtiment parce que c'était l'horreur. Pour moi, c'était carcéral. Il y avait des gens qui vivaient dans des chambres qui faisaient même pas 9 mètres carrés, où ils avaient toute leur vie dedans. Des bagages non défaits, des sacs, des cartons, des choses précieuses de la vie, des petits riens comme ça. Et ils avaient rien d'autre que ce bâtiment-là. Et ils rentraient chez eux dans ce truc-là. Mais n'importe qui aurait pété les plombs 10 fois par jour de vivre dans ces conditions. Voilà, ça c'est la photo du célibataire qui a une attitude militaire. Il a gardé une attitude militaire. Mais il est au garde à vous devant qui? Devant moi qui prend la photo. Et pas parce que je l'impressionne, c'est pas du tout ça. Mais c'est toutes les promesses qu'on lui a fait, ce qu'on lui a promis et qu'on n'a pas tenu qui est là-dedans. On lui a dit l'armée française, etc. Milan, il s'est retrouvé, si ça se trouve, il avait une famille en Algérie, il s'est retrouvé tout seul là-dedans. Il a croupi pendant 20 ans et puis finalement, voilà. Finalement? Finalement, il est mort. Vous avez dit qu'il s'était suicidé. Ouais. Salah, racontez-moi ce qui vous est arrivé à Bias, ici. Je n'ai rien à vous dire. On a vécu la misère. C'était la misère. Ils nous ont mis dans des camps et on a été délaissés, abandonnés. Pourquoi vous ont-ils mis dans des camps? Ils voulaient. C'est eux qui voulaient. Vous êtes fatigué aujourd'hui? Oui, je suis fatiguée. J'ai fait la piqûre. Comment? J'ai fait ma piqûre. Une piqûre. Ah, le bras. Ah, la piqûre. Toutes les semaines, la piqûre? 3 semaines. Toutes les 3 semaines. Saïd, moi j'ai compris beaucoup de choses, frère. C'est pas un village ici. C'est comme la prison. Quel crime on a commis? Même les immigrés, ils sont mieux traités que toi. C'est vrai. Et les pieds noirs, ils ont touché des aides pour s'installer en France. Ils sont libres, ils peuvent aller où ils veulent. Je te comprends pas, Ahmed. T'es jamais content. On est vivant, Ahmed. Vivant. Et nos enfants sont avec nous. C'est en train de manger. Si, au moins, parce que... Avec ses grandes dents. Pourquoi tu...
Fatima, viens. Va. Quelle une gendarmerie en barra. Qu'est-ce que t'as encore fait, toi? J'ai rien fait, papa. Ahmed! Tu viens avec moi. Qu'est-ce que vous voulez, mon père? Robert! Qu'est-ce qu'il a fait? Bon Dieu, tu viens avec moi, je te dis. Embarquez-le-moi. Allez, allez. Lila, viens là. Dégage! Lila! Allez, embarquez-le-moi parce qu'on va pas sortir. Allez, embarquez-le. Mon père, j'étais devant la maison, je jouais au football, au football, si on peut dire. J'avais un petit ballon, on jouait au football, à la balle. Et je vois arriver donc des harkis, qui, je dois le rappeler, parce qu'il y avait beaucoup d'harkis qui travaillaient aussi pour l'administration, et qui ont ceinturé mon père et qui l'ont fait tomber à terre. Et qui lui ont, à ce moment-là, une ambulance est arrivée, une 404 blanche. Sont arrivés, 2 médecins sont descendus et ils lui ont mis une piqûre. Et de là, ils l'ont emmené direct à l'asile psychiatrique de la Condélie. La Condélie à Agen, si vous y allez, il y a que des pendant cette période-là, tous les harkis sont passés. C'était, on y mettait dès que quelqu'un haussait le temps avec le directeur du camp ou essayait de bouger, on lui mettait une piqûre et on l'amenait à l'asile psychiatrique et ressortait comme un robot. Hein, c'est tout à fait authentique, l'internement d'office à but disciplinaire et régulateur, quoi. Parce que, bon, disons, le staff de commandement était coupé de l'extérieur. Bon, il ne dépendait pas de la mairie, il ne dépendait pas de la préfecture, il dépendait de Paris, d'un bureau où il y avait 4 hauts fonctionnaires qui faisaient marcher le truc, quoi. Enfin, Bias et le reste. Donc, quand ça allait mal, ils ne pouvaient pas appeler les gendarmes ni rien, parce que ça c'était pas possible. Donc, ils avaient tendance à envoyer le récalcitrant à la Candélie, quoi, à l'hôpital psychiatrique. Malgré les études qui informaient les gouvernements des dégâts que causait un tel enfermement sur les populations, notamment sur les jeunes, rien ne fut sérieusement entrepris pour y remédier. Les autorités en charge du dossier, qui les considéraient déjà comme des Français entièrement à part, leur déniaient peu à peu jusqu'à leurs droits humains. Et cela semblait devoir durer toujours. Qui c'est le mec qui a flingué? C'est Zakour qui a flingué quelqu'un. Non, c'est Zakour qui s'est fait tuer. Et je sais qu'un jour, il y a Delal, il était blessé. Moi, j'étais à la maison, j'étais jeune. Il y a Delal qui s'est traîné. Il se traînait avec du sang, il était blessé. Et il tapait à la porte comme ça pour rentrer chez nous. Mais dehors, quand on était en groupe, les bandes, on jouait bien. C'était franchement ça. Ça, c'est des bagarres. Heureusement qu'on avait ça. Hein? Les batailles préférées, quand il y avait des tranchées, des travaux et tout, on faisait 2 bandes et ça caillassait avec les caillasses. Le premier qui prenait un gros caillou sur la tête, il pissait le sang. C'est comme à la guerre. La violence qu'il y avait entre les familles. Ça commençait par les gamins, les frères qui se battaient, les femmes. Après, ça canardait les bouteilles par les fenêtres. La bouteille, c'était l'arme. C'était terrible. Les gens, les célibataires, quand ils se battaient entre eux. Ouais, ça cartonnait. Ça, c'était dur. Il y avait une énorme violence parmi la population. Énorme. Bon. Mais on ne les a pas aidés à juguler cette violence. On l'a exacerbée, du moment. Mais les types, si tu veux, on les battait pas. Hein, s'ils voulaient sortir, c'était pas un camp de concentration, ils pouvaient sortir direct. Et on les aidait même. Mais avec cette histoire de petites colonies à la con, etc., on a gardé, si tu veux, les histoires du bled, la violence, toute la violence, tu vois, qu'ils avaient accumulée. En plus, avec la guerre d'Algérie, les massacres, l'angoisse permanente, etc., ils ont développé des pathologies mentales énormes, qu'ils développent toujours, qui n'ont jamais été réglées. T'as vu comment ils nous traitent, les Français? Pourquoi il s'est battu pour eux? Il a toujours fait au mieux pour la famille. Et de toute façon, on est Algériens. Baba, il a choisi le mauvais camp. Qu'est-ce que tu connais de l'Algérie? C'était la misère là-bas, pire qu'ici. Tais-toi, tu sais rien. C'est un lâche et un traître.
T'as dit? Je veux plus jamais t'entendre dire des horreurs pareilles, t'as compris? C'est pas une fille que j'ai mis au monde, c'est une vipère. Reste pas rien faire, viens m'aider. Une génération nouvelle grandissait dans l'ombre des baraques, et la vie était là. Ils savaient qu'il y avait un autre monde ailleurs qui s'appelait Algérie, un monde qui faisait pleurer les mamans et dont les pères ne parlaient jamais. Mais ils ignoraient tout de celui qui était à côté d'eux. À Bias, même l'école était dans le camp. Ce monde artificiel tournait clos sur lui-même, comme en dehors du temps. Et la vie continuait, comme ça. Il ne fallait pas se leurrer, c'était l'échec scolaire garanti. Un exemple tout simple, on arrivait au CM2. Au CM2, normalement, on passe en 6e. Au CM2, c'est le directeur du camp qui décidait si on passait ou on passait pas. Même si vous avez 15, 16, 17 de moyenne, mon cas, on passait pas. C'était vraiment l'école à l'ancienne. C'était une école très 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 stricte et où les profs étaient violents, à la limite de la violence. Et toutes ces baffes qu'on prenait à l'école, toutes ces baffes, mais toutes ces baffes qu'elle nous mettait l'institutrice, moi elle a réussi à me faire reculer intellectuellement. Moi je le dis, j'ai été brisé quoi, quelque part, j'avais peur, je me disais pourquoi je vais à l'école, c'est pas bien cette école, qu'est-ce que je fous là? On maintenait les gosses 2 ans, 3 ans supplémentaires au CM2, donc 3 années de retard, c'est pas possible de pouvoir réussir par la suite. On choisissait le métier, comme moi par exemple, on m'a dit tu seras tourneur ajusteur, je savais même pas ce que c'était. Je ne savais même pas que ça se passait dans une usine. Ce n'est pas du tout ce que j'avais choisi. C'est le cas des centaines de camarades à moi qui étaient de très bons élèves. Et on nous éloignait. Alors pour que ça soit bien appliqué, pour qu'il n'y ait aucune crainte de la part de l'administration, on nous éloignait. On avait compris une chose, jeunes, qu'on pouvait... ils avaient le pouvoir de nous enlever. Ça, c'était la plus grande peur, c'était d'être pris par cette estafette. Et lorsqu'il y avait une alerte comme ça, que l'estafette venait, une panique terrible s'emparait de nous. Maman commençait à s'affoler et on sentait, c'était vraiment le signal. Et là, c'était devenu un réflexe. On rentrait à la maison, mais le plus vite possible pour se cacher sous les lits. Et on attendait que l'orage passe. Mon enlèvement à moi, je vous explique, ça s'est passé, j'en ai encore le souvenir, c'est des choses qui vous marquent à vie. C'était, ma mère était strictement contre et il y avait une estafette qui nous attendait, on était 18, on nous a mis dedans, c'est-à-dire on n'a même pas embrassé nos parents ni rien et on s'est retrouvés à 800 km du camp de Bias. Et la maman, tout ce qu'elle avait à faire, c'était pleurer, parce que si jamais elle voulait faire remonter ça plus haut, elle ne pouvait pas. Et la menace, de suite, c'était la piqûre. Et on se retrouvait à l'asile psychiatrique, la Candélie, à Agen, à 30 km d'ici. Qu'est-ce qui a fait, d'après toi, que tu t'en es sorti? Alors, l'explication est très simple. Je m'en suis sorti tout simplement parce qu'on a quitté le camp et que j'ai pu intégrer l'école de la République, d'un petit village rural, et j'ai pu me reconstruire, mais vraiment petit à petit. J'ai mis beaucoup de temps pour me reconstruire et pour me sentir à peu près bien. Moi j'ai dit qu'on a été sacrifiés dans les écoles de la République parce qu'ils savaient qu'on n'allait pas y arriver. Pour nous dire un jour, ouais mais on vous a mis comme tous les autres gosses, mais c'était pas vrai, on n'avait pas le niveau de ces enfants. Ça a été pour nous mener au LEP, pour que Mohamed y devienne un bon maçon. Mais les métiers intellectuels, c'était pas pour nous, ni le sport d'ailleurs. Il fallait qu'ils nous ferment intellectuellement, pour qu'on puisse pas un jour revendiquer. Mais à quoi ça a servi aujourd'hui, on est là. Et l'explosion arriva. Les enfants qui avaient vécu doublement la relégation de leurs parents, qui les voyaient méprisés au quotidien et oubliés de la nation, se rebellèrent en 1975. Prisonniers et façonnés par un système qui avait cassé leur père, ils voulaient un avenir. Ils voulaient la justice, sortir du trou dans lequel on les avait plongés. La révolte réveilla les autorités politiques qui entreprirent de régler le problème qu'elles avaient largement créé elles-mêmes. Les camps de regroupement et les hameaux commencèrent à être démantelés.
Après avoir été maintenus dans un état d'exception au droit, les harkis et leurs enfants allaient peut-être enfin pouvoir devenir des Français à part entière. La gestion de ces lieux de relégation, camps et hameaux, fut désormais confiée aux communes qui n'en demandaient pas tant. Les harkis rejoignaient en apparence la communauté nationale. Des aides exceptionnelles furent allouées pour accéder à la propriété, pour aider à la sortie de ces structures fermées. Ils n'y parvinrent pas tous. À Bias, il fut construit une petite cité pour loger quelques familles. Certains y sont encore, deuxième génération enfermée dans sa prison de verre. Pourquoi tu as choisi de vivre encore aujourd'hui à l'emplacement de l'ancien camp ? Disons que moi personnellement, j'ai fait partie des personnes qui ont été fragilisées par tous ces problèmes, ce qui m'a empêché d'aller vivre à l'extérieur. J'y suis allé, j'ai vécu un peu à Toulouse, j'ai vécu quelques années et je me sentais pas à ma place. J'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose. J'avais l'impression d'être déraciné une deuxième fois du camp. J'étais obligé de revenir pour me retrouver mes repères et me sentir chez moi. À la limite, je suis chez moi ici. Je suis sur mon territoire et je suis bien. Sans être bien, en fait. Je subis. Voilà. En fin de compte, si je suis pas parti du camp, c'est parce que le fait que j'ai un prénom français, pour d'autres populations, je serai toujours un fils de traître. Et même que j'ai un prénom français, pour d'autres Français, je suis toujours un arabe. Je suis coupable, enfin, je suis coupable d'être né, d'avoir existé. Voilà. La détresse sociale en a poussé beaucoup dans le lot commun des exclus, et la France, qui ignore son histoire, leur jette à la figure les stigmates de l'étranger. L'injustice qui leur a été faite dure encore. Elle crève parfois comme une bulle de souffrance. Comment supporter cette spirale infernale qui entraînera peut-être leurs enfants dans la répétition de l'échec, des frustrations, de l'incompréhension? Oui, c'est politique, c'est tout. Et c'est juste pour faire de leur pub et repartir. Ils en ont rien à foutre. Moi, j'ai voulu qu'ils rentrent chez eux là. J'avais envie de leur dire rentrer chez vous parce que ça. En 97, ils ont fait pareil. C'était pour le droit. Tout le monde ici, tout le monde ici nous traite. Comme à l'école, on nous traitait d'arabes, on était comme on est des arabes, et ben on se fait toujours. Les Français, ils nous tapent. C'est injuste. Depuis la révolte violente de 1975, les revendications n'ont jamais cessé. Des lois d'indemnisation générale destinées aux parents ont été votées à plusieurs reprises sans pour autant dissoudre la question harkie. C'est qu'aujourd'hui, cette histoire collective a éclaté en dizaines de milliers d'histoires individuelles. Les enfants d'hier réclament aussi des comptes pour eux-mêmes, pour les handicaps subis et pour que le gâchis des nouvelles générations s'arrête enfin. Reconnaissance, réparation, ressentiment, injustice. La ronde infernale s'arrêtera-t-elle un jour? Moi, le message que je l'ai dit à mes enfants et mes petits-enfants d'aller là, tu veux que je te dise, moi? Je l'ai toujours dit à mes enfants, battez-vous. Faire voir aux Français que vous êtes Français comme vous, que votre place, elle est là. Que tu es à côté de lui ou à côté d'elle, je vais le faire voir que ma place est là à côté de toi, que tu veuilles ou pas, je suis là, que j'existe, et tu devrais me respecter tel que je suis. Pour nous, les harkis, c'est les passés. Dans quelques années, ça sera les passés. Hein. On peut dire, oui, les harkis, il y a quelques années, c'était les harkis. Moi, le message que je donne, surtout à mes enfants, mes petits-enfants, je dis toujours, battez-vous. Pas pour moi, mais pour les parents. Pardon, reconnaître qu'on les a laissés, reconnaître qu'on leur a promis des choses qu'ils n'ont pas tenu, leur dire pardon, oui, pardon, voilà. La France vous dit pardon parce que on a été lâche, c'est le mot dire, on a été lâche envers vous. Oui, pardon, quand vous avez eu des difficultés, on ne vous a pas aidé. Oui, pardon, parce qu'il n'y a pas eu de médecin, on n'a pas cherché à avoir vos souffrances. Bon, je crois que c'est déjà, ça serait plus merveilleux que de leur donner, de les indemniser financièrement. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui pourrait réparer l'injustice qui s'est commise. Le gouvernement de l'époque, comment il s'est comporté envers nous, comment il nous a délaissés, comment il nous a laissé partir à la dérive, les parents, les enfants. C'est terrible, c'est un malaise terrible. Il faudrait qu'elle soit écrite comme l'Allemagne avec la France, enfin toutes ces guerres que nous avons apprises, nous, à l'école. Voilà, il faut que la nôtre soit écrite. Peut-être qu'à force, les gens comprendraient. La République reconnaissante a accordé aux harkis un jour de commémoration nationale, le 25 septembre. Mais ce n'est peut-être que la moitié du chemin. Les harkis ne se retrouvent pas dans cette histoire fragmentaire.
trop souvent instrumentalisée par d'autres. Ils voudraient une histoire qui n'oublierait rien, où ils pourraient enfin déposer le fardeau de leur douleur. Cette guerre, elle a fait souffrir beaucoup de... que ce soit la première génération, la deuxième. Et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, voilà. La souffrance, elle est ancrée en nous. Nous, on ne peut pas l'oublier. On dit qu'avec le temps... Moi, je dis que même avec le... C'est plus... On dit avec le temps, ça passe, mais moi, je trouve que ça nous rattrape plutôt encore. Vous voyez ? L'Algérie et la France ont chacune de leur côté beaucoup de mal à construire une histoire commune, enfin débarrassée des haines du passé et des contingences du présent. Il faut maintenant laisser aux historiens l'écriture d'une histoire apaisée de la guerre d'Algérie et de ses suites. Il faut la faire connaître. Cette exigence de vérité partagée est nécessaire pour que puissent se renouer entre nos deux pays les fils tissés par l'histoire et la mémoire des hommes. Thank you.